Nous sommes ici à Val-Drôme. Ce n'est peut-être pas le bout du monde, mais c'est du moins l'extrême bout de la Drôme. Et vraiment, on est bien loin. Ce pays de lavande et d'élevage de moutons connaît lui aussi, malgré la protection que pourrait lui accorder son isolement, les changements du monde. Il est, de ce point de vue, absolument représentatif de ce que les écrits savants appellent le rural profond. Profond, oui, bien sûr, mais oublié aussi. Jean-Louis Gondouin, agriculteur retraité et fort longtemps maire de son village, a le sens de l'observation et c'est tant mieux pour nous. Dans son perchoir au-dessus du village de Val-Drôme, il n'a pas oublié comment c'était jadis et ce que c'est devenu. Mon grand-père faisait partie d'une fratrie de 9 enfants. Les parents avaient une petite ferme à Saint-Dizier et un petit débit de boissons qui devait être pour arrondir un peu les... On ne devait pas débiter grand-chose comme boisson, un peu de vin sûrement très, très local. Donc comme ils étaient nombreux, le grand-père a commencé de travailler, je crois, à 11 ans. Il était loué, on disait, loué comme berger chez un voisin qui apparemment devait être un peu plus aisé. En 1911, quand il se marie avec ma grand-mère, qui elle était originaire de Val-Drôme, il était fermier dans une ferme qui est à 200 mètres de là, guerre de 14 bien sûr. Comme il est blessé en 15, où il perd l'œil droit, il est renvoyé dans ses foyers et on va dire à l'opportunité d'acheter une petite ferme à Rossas, 26 hectares tout compris. Ils avaient perdu un premier enfant ou qui était mort-né en 1913. Ils avaient eu une fille en 1916 et mon père en 23, donc était le petit dernier. Mais le grand-père est décédé relativement jeune, puisqu'il est mort en 1944, bien sûr, des suites de la blessure. La chirurgie de guerre étant ce qu'elle était en 1914, c'était quand même, à mon avis, un peu sommaire. Mon père se marie en 1947. Il y avait une propriété à vendre à Rossas, donc achète cette propriété, qui était beaucoup plus importante, puisque je crois qu'elle faisait un peu plus de 70 hectares. Ça a amené donc la ferme à une centaine d'hectares, on va dire. Alors on parle toujours d'hectares, tout compris. Hein. Sur les 100 hectares, à mon avis, s'il y en avait 15 de travaillables. C'était une culture géniale pour ici la lavande. À cette époque-là, tout était fait à la main. On plantait à la pioche, on binait à la pioche, on travaillait les lavandes avec un cheval, on le ramassait à la faucille, et ça pouvait bien être pentu, comme on disait ici, comme une clagne. Ça n'avait aucune importance. Aujourd'hui, bon, tous ces champs pentus qui étaient plantés en lavande, bon, c'est devenu plus ou moins des pâturages de plus ou moins bonne qualité, et c'est surtout rendu à l'embroussaillement. Ça, je sais pas ah, mais ça, c'est sur l'air. Là c'est un... En patois, on appellerait ça un héros. Une aire, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de battre le blé, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est avec un rouleau, là? Ça devait être avec le rouleau. Je le vois pas, le rouleau. Ah, mais si, là. Ah oui, oui. Un rouleau en pierre, vous savez, ouais. qui écrasait les épis. Et puis après, bien sûr, il fallait enlever la paille avec la fourche en secouant, on mettait la paille de côté, puis ramasser tout le reste qui était passé au tarare pour trier. Et après, le blé, il le portait au boulanger qui faisait son affaire de le faire moudre. Et quand on avait fourni assez de blé de bonne qualité, eh ben on pouvait aller chercher du pain toute l'année chez le boulanger. C'est ça, c'est que le boulanger payait en pain. Payé en pain. Un des
problème très important sur Val-de-Drôme, c'est le boisement, l'embroussaillement. En 1850, les délibérations du conseil municipal faisaient remonter qu'il n'y avait pas sur Val-de-Drôme de bois d'œuvre, il n'y avait plus de bois pour se chauffer, il n'y avait pas de bois pour chauffer les fours. Je crois qu'il y avait 6,5% de la commune de boisée. Et aujourd'hui, ah ben on doit être au-delà de 80%. C'est un problème énorme. Ben c'est que les surfaces disparaissent. On a les milieux qui se ferment horriblement, et beaucoup avec de l'épineux, de l'églantier, de l'épine noire. Alors, pendant très longtemps, tous les troupeaux ovins avaient, pour les besoins de l'exploitation, quelques chèvres. Et 4 ou 5 chèvres par troupeau. Mais 4 ou 5 chèvres par le nombre de troupeaux qu'il y avait, les chèvres rabattaient beaucoup plus la végétation, et notamment les feuillus, même parfois les pins au printemps à une certaine époque, mais enfin bon, rabattaient beaucoup plus des feuillus que ce que le font les brebis aujourd'hui. Le pin sylvestre ici colonise à une vitesse folle. Ça va très 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 vite. Ça grignote très très vite. Même des champs qui étaient des champs travaillés, hein, qui étaient des champs qui ont été labourés. Et il suffit plus de moutons. Bah, il faut que, soit c'est que la pression à l'hectare n'est pas suffisante, mais le mouton contre le pain, ça serait des feuillus, ça serait sûrement différent. Et encore que pourtant, ça a été un gros problème pour les paysans du coin. Après la restauration en terrain de montagne, le fameux RTM qu'ils avaient reboisé, ils avaient planté des milliers et des milliers d'arbres. C'était au grand détriment des bergers qui avaient l'habitude de faire manger leurs troupeaux sur ces parties-là, sur ces parcelles. Et là, nous sommes en quelles années à ce moment-là? Début 20e? Début du... Enfin, 1900. Oh là là, le reboisement. Entre 1890, je dirais, et guerre de 14. Et à ce moment-là, ils n'avaient absolument plus le droit de garder sur ces parcelles-là parce que les brebis arrachaient les petits pins qui étaient plantés. Et ils avaient imposé une sonnaille par 8 brebis. Pour que le garde puisse entendre où était le troupeau. Alors après, quand les brebis avaient vraiment faim, le berger avait appris à boucher les sonnailles avec de l'herbe. Pour des contraintes économiques, on a été amené à faire des parcs et des clôtures, ce qui nous amène à avoir des zones beaucoup moins pâturées, à l'extérieur des parcs, parce qu'à ce moment-là, il faut un gardiennage. Alors, bon, si je rebondis à ce moment-là sur le loup, si on veut que l'élevage perdure dans nos régions, eh bien, il va falloir revenir à un système de gardiennage, comme il y a 40 ans, avec un berger toute la journée, et des bêtes à l'abri la nuit. On y sera compte, enfin, non, ça ne me concerne plus, mais à mon avis, on va vers ce système-là. Par contre, par contrainte. Hein. Si les gens veulent regarder des brebis, ou alors ils trouveront autre chose à faire. Hein. Mon fils, il a cédé l'activité élevage à un jeune couple. Ce qui est très bien, c'est ce qui a fait une famille de plus Et lui, ben, aujourd'hui, il fait de la farine bio pour des boulangers et des pâtes. Combien il reste d'exploitation? Tiens, Val-de-Drôme, je n'en ai même pas fait le compte.
allez, allons jusqu'à 6 exploitations sur l'ensemble de la commune. Ensemble de la commune, qui était une commune importante de la Drôme, parce que c'est une commune qui fait 4151 hectares peut-être. Et je crois que sur la commune, on doit tourner aujourd'hui peut-être à 600 hectares travaillables, dits travaillables. 6 familles de paysans et le reste? Beaucoup de retraités, un employé communal, une menuiserie. Malheureusement, le menuisier arrive à la retraite. J'espère qu'il trouvera un repreneur. À une époque, si vous voulez, moi quand j'étais maire, alors c'est-à-dire entre 89 et 2004, quand on pouvait garder l'école sur la commune, on considérait que c'était quelque chose d'important, on va dire, quelque chose d'important, parce que ça nous permettait d'accueillir des familles. Aujourd'hui, bon, 20 ans après, j'ai des fois la désagréable impression que ça n'est plus vrai du tout. Ça n'est plus vrai du tout, mais je vous dis pourquoi. Parce que l'école, aujourd'hui, on doit la sortir des activités du mercredi. Faire du cheval, du patin à glace, du ski, de l'escalade, du piano, j'en passe et des meilleurs, ce qui fait que ça devient complètement impossible sur une petite commune. Je vous citerai que le cas du pharmacien de Luc, qui un jour a abandonné sa pharmacie, enfin a vendu son fonds de pharmacie, uniquement parce que son fils voulait faire du piano, il ne pouvait pas en faire à Luc. Alors, c'est à partir de là, moi, ça me... J'ai dit, mais bon sang de bois, c'est pas possible, on va marcher sur la tête. Ça a été à un moment le village qui a donné le plus d'instituteurs, oui, à la France. Pourquoi? Alors, on va peut-être revenir là sur un... donc, Val-de-Drôme, pays protestant. Le protestant devait être capable de lire le livre. Et on explique que c'est comme ça que les protestants étaient un peu plus instruits que probablement les catholiques, parce qu'il fallait absolument qu'ils sachent lire. Et l'école à Val-de-Drôme a toujours été quelque chose de très important, oui. Depuis très longtemps, alors bon, j'ai absolument plus les dates, il y a eu jusqu'à... alors il y avait 2 classes à Val-de-Drôme, un garçon-fille, mais une école au Chélar et une école à Rossas. 4 classes sur la commune, qui n'étaient pas entièrement gratuites à l'époque. Là, on est à l'emplacement de la poste autrefois. Ancienne poste, tout à fait. Il faut remonter, à mon avis, début de 1900. Hein, là. Peut-être après la guerre de 14, tout de suite après la guerre de 14. Vous souvenez des moments où la poste est arrêtée, où il n'y a plus de poste? Oh, je devrais m'en souvenir avec précision quelle date ça va être. Quand on a l'agence postale, c'était avant que je sois maire, dans les années 70. Dans les années 70, on vous a supprimé la poste? Plus de poste, oui. Psychologiquement, ça a dû être... Ça a été très difficile, donc c'est pour ça que la mairie a accepté le système agence postale, où d'ailleurs on a pointé un agent en plus. Oui, on lui faisait faire le double d'heures pour que l'agence postale reste ouverte un maximum, puisqu'on pouvait faire exactement les mêmes opérations dans l'agence postale qu'un bureau de poste, sinon que c'était plus aux frais de la poste. Il y avait un médecin, il y avait... Non, le médecin n'a jamais été plus proche de Luc Andivois. Il avait une journée de permanence à Val-de-Drôme, à une époque. Et puis, alors évidemment, ce qui était trésor public, tout ça, on allait à Die. C'était Luc. Luc Andivois. Donc Luc Andivois était important pour la... Luc Andivois était le chef-lieu de canton, et puis à Luc Andivois, on trouvait à peu près tout, quoi.
va rejoindre la rue Paillouse. Alors Paillouse, je pense que ça remonte à l'époque, peut-être Moyen-Âge, quoique Chabal dans son bouquin dit que l'hygiène n'était pas terrible à Val-de-Rome jusque pratiquement au XXe siècle, et que vraisemblablement on sortait dans la rue la paille souillée, on va dire, d'où Paillouse. Vous savez, à Val-de-Rome, je pense que c'est toujours vrai aujourd'hui. Le loyer n'est pas très cher. Vous avez l'APL, vous avez un peu d'allocation familiale, vous ajoutez un peu tout. Il n'y a pas besoin de trouver un très gros emploi avec un petit jardin qui vous fournira des pommes de terre, hein, pour vivre aisément, pas aisément, mais pour vivre une vie normale, on va dire, à Val-de-Rome, et au moins manger à sa faim, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Mais on vous rétorque qu'à Val-de-Rome, il n'y a pas le cinéma, il faut faire 30 km, il n'y a pas le théâtre, je ne vous parlerai pas de l'opéra quand même, je ne vais pas faire dans le... voilà, on est loin de tout. On est loin de tout. Enfin, quand on est à Val-de-Rome, on est à 25 minutes de Die. Hein. Il y a beaucoup de banlieusards parisiens qui voudraient bien être à 25 minutes de tout. Est-ce que d'abord vous êtes vous-même pour quelque chose dans l'implantation de la station, et est-ce que vous avez vous-même été témoin donc du jour où on a coupé le robinet, quoi? J'étais pas un fervent partisan de la station, en plus, pour être totalement franc. Comment dire, les paysans, on voyait pas ça comme la panacée pour Val-de-Rome, parce qu'il n'y en avait plus que pour le tourisme, il fallait que la campagne soit le poumon de la ville, etc. Bon, la station a mis très long, une gestation pire que celle des éléphants. Hein. Ça a pris, on a commencé à en parler, je dirais dans les années 60, moi c'était Chassou, 60 pour aboutir à une ouverture en 84. Le but du système, c'était d'avoir une activité sur place, mais pas d'hébergement, pour faire vivre la vallée. Et les études faisaient ressortir des habitants jusqu'à 10. Bizarrement, dans ces magnifiques études, qui avaient coûté fort cher, je le dis doucement ça, ils avaient complètement passé sous silence tout le côté d'Union C. Bêtement, parce qu'on avait amélioré le réseau routier tout de l'autre côté, et le Failly était impraticable l'hiver pour faire venir des gens d'Union C. Or, les gens d'Union C, le Ventoux, trop balayé par le vent, il n'y avait pas de neige, et ils étaient tout contents de venir ici. Mais la route était tellement lamentable qu'ils se décourageaient, quoi, bien entendu. Maintenant, bon, cette formule, les gens aujourd'hui vont faire du ski, bon, ben, ils sautent du lit, il faut qu'ils sautent dans leur ski, quoi. On n'est pas dans un système où on va repartir de son gîte qui est à 40 km de la station, voire 50 dans les études qui avaient été faites, pour monter dans sa voiture. Bon, voilà. Après la station, moi j'ai quand même été déçu de démonter quelque chose, parce que remettre de l'argent pour démonter quelque chose qui a déjà coûté fort cher, ça me semblait vraiment un comble, quoi, on va dire, voilà. Malgré tout, l'hiver dernier, il faut bien reconnaître qu'il n'y aurait pas eu un jour de ski, quoi.